Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine Carrefour. Aujourd'hui, nous allons parler du virus Ebola. Le virus Ebola tue en Afrique de l'Ouest, plus précisément en Guinée-Conakry, au Libéria et en Sierra Leone. Les pays touchés tentent de faire face à cette épidémie à grande échelle, avec l'aide de la communauté internationale. À ce jour, aucun cas de maladie à virus Ebola n'a été enregistré au Congo-Brazzaville. Et les autorités sanitaires congolaises tentent de tout mettre en œuvre pour parer à toute éventualité. Comment? Nous le saurons tout à l'heure avec le docteur Paul Boumandoki, spécialiste des maladies infectieuses au CHU de Brazzaville. Docteur, qu'est-ce que le virus Ebola? Est-ce que ce virus a d'autres dénominations? Le virus Ebola, c'est le microbe qui est actuellement responsable de cette maladie qui sévit en Afrique de l'Ouest. Cette maladie est apparue pour la première fois à l'ex-Zaïre, actuellement appelé République démocratique du Congo, dans un village proche d'une rivière qui porte le nom de Ebola. Ebola est donc le nom de cette rivière et ce nom ne change pas, quel que soit le type de virus. Par contre, on ajoute à ce nom Ebola le nom du pays où l'épidémie survient. C'est pour cela qu'on parle aujourd'hui du virus Ebola Zaïre, puisqu'il était apparu à l'ex-Zaïre, actuellement République démocratique du Congo. On parle du virus Ebola Côte d'Ivoire, virus Ebola Soudan, virus Ebola Reston, qui venait donc des Philippines. Donc ça veut dire que ce virus a plusieurs souches alors? Tout à fait. Il a plusieurs souches, mais il peut réapparaître dans un autre pays. Le virus qui sévit actuellement en Afrique de l'Ouest porte le nom, est proche, il ne porte pas le nom, mais il est proche du virus Ebola Zaïre. À la seule différence qu'il est plus virulent, c'est-à-dire qu'il entraîne beaucoup plus de cas de décès. Alors, à quoi est due cette maladie? Comment l'attrape-t-on? D'où vient-elle? Et quels sont les symptômes typiques à l'infection? Alors, ce virus, à ce jour, semble être présent dans les forêts d'Afrique centrale et de l'Ouest. Ce sont les dernières données des recherches à l'heure actuelle. Le réservoir de virus, à ce jour, on ne le connaît pas. On ne connaît pas le réservoir exact du virus. Où est-ce qu'il se trouve exactement dans la nature? On ne le sait pas. Mais par contre, on sait que les chauves-souris, ce que nous appelons chez nous les ngembo, sont un bon hôte du virus, en ce sens que ce virus se multiplie abondamment, énormément, dans la chauve-souris, mais la chauve-souris ne fait pas la maladie. Et cette chauve-souris contamine d'autres primates dans la nature. Les primates, ce sont les singes, les chimpanzés et les gorilles. Ce virus contamine également les antilopes. La chauve-souris peut contaminer un fruit qu'il mange dans la forêt. Et lorsque le singe vient manger ce même fruit déjà contaminé par la chauve-souris, le singe sera effectivement contaminé. Et j'insiste sur le fait,
et cela s'est passé dans notre pays, c'était en 2003, que l'animal peut être porteur du virus sans pour autant qu'il ait déjà développé la maladie. L'épidémie de 2003, effectivement, le singe qui avait été abattu dans la forêt était déjà porteur du virus, mais le singe n'était pas encore malade. Et les chasseurs qui avaient justement porté ce singe de la forêt et l'avaient abattu au village étaient contaminés par le sang de ce singe. Les modes de contamination, il y a donc la contamination des chauves-souris vers les autres animaux, que j'ai appelés primates, gorilles, singes, chimpanzés, mais il y a également la contamination de l'animal vers l'homme. En ce sens que l'homme, ce qui s'est passé en 2003, j'y reviens encore, lorsqu'ils avaient abattu ce singe qui était au-dessus d'un arbre, ils ne savaient pas que ce singe était déjà porteur du virus. Mais lorsqu'ils ont transporté ce singe de la forêt jusqu'au village, le contact du sang de ce singe mort avec la main justement des porteurs a fait que ces derniers soient en contact avec le virus et par conséquent contaminés. La contamination ensuite se fera de l'homme à l'homme, donc de l'homme malade à l'homme sain. Je m'explique. Si l'homme est déjà malade, ce virus, lorsqu'il pénètre dans le corps de l'homme, il est présent dans tous les liquides biologiques de l'homme. C'est-à-dire qu'il est présent dans le sang, dans les selles diarrhéiques, dans les vomissements, dans la sueur, dans l'urine, dans les larmes de la personne malade. Par conséquent, quand la personne est malade, toute personne qui prendra soin de ce malade et qui sera en contact soit avec ces liquides biologiques, soit en contact avec les objets souillés par ce malade. J'entends par objet souillé, ça peut être la literie, les habits du malade, ça peut être les objets, il peut prendre un verre pour prendre de l'eau, ça peut être la cigarette, il fume sa cigarette, mais le contact de la salive, puisqu'on a dit que le virus est présent de la salive, la cigarette donc sera contaminée par cette salive, et quand la personne malade va prêter, donc ça, ou donner sa cigarette à un voisin, ce dernier, effectivement, le contact de la salive de cette personne qui n'était pas malade avec cette cigarette contaminée, le virus va également passer dans la salive de ce dernier et contaminer cette personne. Donc la contamination se fait également d'homme à homme. Et quelles sont les manifestations cliniques? Mais disons qu'en serrant la main de quelqu'un, on peut le contaminer aussi alors? On peut contaminer, c'est-à-dire qu'on a le virus avec soi, au niveau de la main. Et il faut attendre un certain temps, effectivement, pour que la maladie se déclenche. Et une fois que l'on est en contact avec le virus va passer donc dans l'organisme, il va se localiser dans tous les organes de la personne infectée, que ce soit le cœur, les poumons, les reins, les intestins, le pancréas, tous les organes de la personne malade. Et le virus va se multiplier au jour le jour. Je m'explique. On parle dans ce cas de ce que nous appelons période d'incubation. La période d'incubation, c'est la période qui sépare le premier jour où la personne est en contact avec le microbe jusqu'au jour où les signes cliniques vont apparaître chez la personne infectée. Et cette période d'incubation dure de 2 à 21 jours. Ça veut dire qu'une personne peut être en contact avec le virus aujourd'hui et 2 jours après déjà développer les manifestations cliniques. Il peut les développer au 3e, au 4e, au 5e, jusqu'au 21e jour. Ça dépend des organismes. Et ce virus, le premier jour, une fois que la personne non malade est contaminée, la quantité de virus n'est pas toujours importante. Mais le 2e jour, la quantité de virus augmente. Le 3e jour, elle augmente de plus belle jusqu'au 21e jour. Et il arrive une certaine quantité, ce qu'on appelle seuil, une quantité au bout de laquelle la personne commencera maintenant à présenter des signes cliniques. Mais tant que la personne n'a pas cette quantité de virus dans son organisme, il ne présentera pas de signes cliniques. Et tant qu'il ne présente pas de signes cliniques, il n'est pas contaminant. Et quels sont les signes cliniques? Les signes cliniques, vous avez une forte fièvre, vous avez des douleurs musculaires, des douleurs également abdominales, c'est-à-dire au niveau du ventre, des maux de tête atroces, vous avez de la diarrhée, vous avez des vomissements, une fatigue très intense, à tel point que la personne n'arrivera même plus à se relever. Et à un stade très avancé de la maladie,
La personne pourra faire ce qu'on appelle des hémorragies, c'est-à-dire qu'il commencera à saigner. Il pourra saigner au niveau de ses dents, au niveau de ses gencives. Il va saigner, donc il fera une diarrhée avec du sang. Il va vomir du sang. Il pourra saigner également au niveau de son anus. Et même au niveau de la peau, à travers toute la peau, il peut saigner. C'est pourquoi on parlait dans le temps de fièvre hémorragique à virus Ebola. Mais actuellement, on parle de maladie à virus Ebola parce qu'on s'est rendu compte que ces hémorragies ne se retrouvent que dans moins de la moitié des personnes malades. C'est pourquoi aujourd'hui on ne parle plus de fièvre hémorragique, mais on parle plutôt de maladie à virus Ebola. Moins de 50% des sujets, moins de la moitié, font des hémorragies. Y a-t-il un traitement? À ce jour, il n'y a aucun vaccin, aucun traitement pour pouvoir soigner la maladie. Mais par contre, on fait ce qu'on appelle un traitement symptomatique, c'est-à-dire qu'on soigne les différents signes. Si la personne a mal à la tête, on peut lui donner du paracétamol, on peut lui donner de l'efferalgan, comme on le dit. S'il a des douleurs très atroces, on peut aller jusqu'à la morphine. Quand il fait une diarrhée très importante, il est déshydraté, ben, on va le réhydrater en donnant ce que nous appelons les sels de réhydratation par voie orale. Ce sont des sachets qui sont vendus en pharmacie que nous mélangeons à 1 litre d'eau pour permettre à la personne de se réhydrater. Au cas contraire, si la déshydratation est très importante, on peut monter une perfusion. Et s'il y a une infection, ben, on donnera des antibiotiques pour soigner ce malade. Donc le traitement est purement symptomatique. Mais ce que l'on constate à ce jour, lorsque le malade est pris en charge dès le début de la maladie, il a de fortes chances effectivement de guérir de la maladie. Et en plus de ce traitement symptomatique, il y a effectivement l'alimentation. Il faut bien alimenter le malade, et c'est très important. Médecins sans frontières parle de l'épidémie sans précédent. Pourquoi? Épidémie sans précédent parce qu'effectivement, nous sommes partis donc de la Guinée-Conakry, et à ce jour, l'épidémie a traversé les frontières. On ne parle plus d'épidémie, on parle plutôt de pandémie. Parce que ce virus s'est propagé également dans d'autres pays de la sous-région. Et actuellement, même dans les pays européens, jusqu'aux États-Unis, on a eu effectivement à détecter des cas de maladie à virus Ebola. Est-ce que nous, Congolais, on a le risque de voir cette maladie arriver chez nous? Oui, le risque, il est présent. Si ce virus s'est retrouvé au Sénégal, ce sont dans les mêmes conditions, il y a le brassage des populations. Donc, le virus peut, par voie terrestre, par voie fluviale, par voie aérienne, effectivement, se retrouver chez nous. D'autant plus que déjà, nous savons par exemple qu'en République démocratique du Congo, notamment dans la région de l'Équateur, qui est frontalière avec la région de la Likwala, donc notre district de l'Iranga, n'est-ce pas? Il y a également une épidémie de maladie à virus Ebola. Et là-bas également, il y a ce qu'on appelle un marché forain, c'est-à-dire que... Enfin, il y a une épidémie en face. C'est-à-dire que... Exactement. Et les personnes qui viennent vendre lors du marché forain la nourriture au niveau de l'Iranga, ils peuvent partir par exemple de l'Équateur étant en période d'incubation avec le virus, et la maladie peut se déclencher dans notre pays. Mais on a pris des dispositions. Les dispositions ont été prises effectivement pour qu'on n'en arrive pas à ce stade. Quelles sont ces dispositions? Mais ce sont des mesures de surveillance strictes au niveau des frontières, effectivement. Au niveau des frontières, des équipes formées sont déjà mises en place avec des centres d'isolement au niveau de ces sites pour que, effectivement, vous voyez par exemple au niveau de nos aéroports, tout passager qui arrive, à l'aide du thermomètre électronique, on arrive à mesurer la température de tout passager pour pouvoir surveiller effectivement ceux qui venant de ces pays présentent déjà une fièvre, parce que c'est l'un des signes pour pouvoir dépister. Le fait de partir d'un pays où la maladie existe et que l'on présente une fièvre avec des signes hémorragiques, c'est-à-dire diarrhée avec du sang ou vomissement avec du sang, c'est déjà un cas présumé suspect de fièvre hémorragique à virus Ebola, qui dès l'aéroport peut déjà être isolé dans un site d'isolement pour ensuite être effectivement à l'aide d'une voiture de liaison transporté vers le centre d'isolement. Donc au niveau de l'aéroport international Maya Maya, on a prévu un site d'isolement. Exactement. Donc ça fait partie des mesures prises par les autorités sanitaires congolaises. Tout à fait. Ça fait partie de ce qu'on appelle le règlement sanitaire international. Maintenant, comment peut-on se protéger de ce virus?
la protection, effectivement, vous avez vu, il y a 2 mesures de prévention. La première, c'est le lavage des mains à l'eau et au savon. C'est la mesure la plus importante, quelle que soit toute activité. Pour le personnel soignant, par exemple, pour passer d'un malade à un autre, il serait souhaitable qu'il se lave les mains à l'eau et au savon. Ou s'il dispose de ce que l'on appelle les solutions hydroalcooliques qui sont vendues même en pharmacie, ils peuvent effectivement se désinfecter avec cette solution hydroalcoolique. La deuxième mesure, une fois que l'on rencontre un animal mort en forêt, sans trop savoir de quoi il est mort, il ne faut surtout pas le toucher. Il ne faut pas le dépecer, il faut plutôt alerter les autorités locales pour que, effectivement, des dispositions soient prises pour pouvoir détruire, effectivement, cet animal trouvé mort en forêt. Docteur, qui est plus exposé au risque? En matière d'exposition au risque, les plus exposés, d'abord dans les structures hospitalières, c'est le personnel soignant, le personnel qui prend en charge donc les malades infectés par le virus Ebola, le personnel de laboratoire également exposé pour la simple raison, bien qu'ayant porté l'équipement de protection individuelle, ils sont en contact donc avec ce malade. Ils sont donc en contact avec ce microbe de la maladie Ebola. Maintenant, au niveau de la communauté, c'est l'entourage du malade. Si le malade se trouve en famille, c'est l'entourage. C'est la personne qui partage le même lit que ce malade infecté. C'est la personne qui est le plus souvent à côté de ce malade infecté. C'est la personne qui s'occupe de ce malade infecté à domicile. Parce que si ce malade fait de la diarrhée, il faut changer le linge, la literie. Et ce matériel souillé justement par les sécrétions du malade, j'entends par sécrétion donc les vomissures, les selles diarrhéiques, même la sueur du malade, l'urine et le sang qui sont contaminants. Donc cette personne-là qui va nettoyer le malade, s'il ne prend pas la précaution effectivement de porter l'équipement de protection individuelle, il sera en contact direct avec le virus de la maladie à virus Ebola et il sera donc exposé à la maladie. Le personnel soignant est protégé. Le personnel soignant est protégé. Oui. Mais le fait d'être protégé nécessite également qu'il mette en pratique les précautions universelles standards d'hygiène. Ce n'est pas parce qu'il est protégé qu'il ne peut pas se contaminer. Et nous l'avons dit tantôt, le fait qu'il soit protégé, étant en contact avec le malade, il peut monter une perfusion. En montant la perfusion, il sera en contact direct avec le malade. Donc, la paire de gants qu'il a portée sera en contact avec le malade. Cette paire de gants sera contaminée. Maintenant, quand il aura fini de traiter son malade, il sera obligé de tremper ses mains dans de l'eau de javel. Il y a des bassines à eau de javel, eau javelisée déjà avec des préparations, des concentrations d'eau de javel déjà préparées à l'avance. Il trempe donc ses mains dans l'eau de javel, mais il enlèvera donc ses gants au moment du déshabillage. Mais en enlevant ses gants, il pourra effectivement se contaminer à ce moment.